Madame, Monsieur, bienvenue dans eSpace, cet espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à l'Université de Genève, dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat 2020. Nous sommes réunis pour une conférence de clôture qui portera la thématique de comment la société peut-elle s'adapter à des industries disruptées. Une conférence pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lénique Pedron, directrice de l'initiative suisse Trust Valley, mais aussi directrice et cofondatrice de l'association ICON. Nous sommes aussi en présence à distance avec Monsieur Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, et aussi Monsieur Didier Fischer, président du groupe sportif Servette. Nous avons le plaisir de commencer cette conférence sur une thématique qui aura finalement habité toute notre journée. C'est-à-dire que pendant toute la journée, aujourd'hui, nous avons eu des masterclass, nous avons eu un lunch break show, nous avons accueilli des étudiants entrepreneurs, tout sur la thématique de finalement la disruption et comment nous pouvons nous y adapter. Nous sommes intéressés finalement à cette notion de la résilience et de comment finalement la société, et tout comme les individus finalement, peuvent se rendre beaucoup plus résilients. Notre première intervenante qui va s'exprimer juste maintenant est Madame Lénique Pedron, directrice donc de l'initiative Trust Valley, aussi présidente et cofondatrice de l'ONG ICON. Lénique Pedron, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et je remercie eSpace pour l'invitation. Alors, j'ai réfléchi au thème et puis je me suis dit, pour commencer avec ces 10 premières minutes, faisons un flashback. Un flashback, une année en arrière. Alors, une année en arrière, qu'est-ce que voulait dire la disruption? Et notamment dans mon domaine, donc le numérique. Comment voyait-on les choses? Et sur des domaines d'application comme l'agritech, l'agri-food, la santé, la mobilité, la finance aussi et l'assurance, qu'est-ce qui se passait il y a une année? Eh ben, je pourrais dire qu'on était encore en train de faire de l'évangélisation, c'est-à-dire d'exprimer qu'il était important d'avoir une stratégie, de la mettre en œuvre, d'avoir aussi la mise en place de budget et de penser à sa cybersécurité. Parce qu'au-delà de la confiance numérique, un des piliers de cette confiance, eh bien, c'est la cybersécurité. Ça, c'était il y a une année. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 mois? Il y a 8 mois, eh bien, on a été forcés. Nous avons eu une disruption forcée. Impossible à imaginer quelques mois avant, difficile de savoir comment on allait réagir. Et puis d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre nous ne savaient même pas, à 3 jours après l'annonce du Covid, vraiment combien de temps nous allions rester chez nous. Et que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes pour la plupart retrouvés à travailler à la maison, donc le work at home. Donc ça a été quand même un effet extrêmement fort pour la société. C'est-à-dire que ça n'a pas été voulu, ça n'a pas été préparé pour certaines organisations ou comme pour les académiques, tous ces jeunes qui se sont retrouvés, vous qui nous écoutez, à la maison. Alors au début, c'est vrai que c'est intéressant, c'est sympathique d'avoir un espace où on se dit, voilà, je vais être confiné, je vais pouvoir faire certaines choses que je ne fais pas d'habitude, je vais, pourquoi pas, éviter peut-être certains cours. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de mettre en place de nouveaux modèles, de nouvelles façons de fonctionner. Les professeurs ont dû adapter parce que donner un cours finalement en ligne, ça n'a rien à voir avec le fait de donner un cours en présentiel. Et ce métier du numérique est devenu vraiment essentiel et finalement fait partie de nos vies encore plus qu'avant. Ceci dit, ce contexte, ce challenge vraiment de devoir protéger cette économie numérique et tous les écosystèmes qui vont autour. Nous avons eu la chance, avec notamment cette initiative de la Trust Valley, de commencer à travailler avant ce lockdown, ce premier lockdown, et de se poser des questions, de se dire finalement comment est composé aujourd'hui notre écosystème, qu'est-ce que notre région au niveau de ce numérique, et puis qu'est-ce qu'on fait finalement dans les différents domaines. Alors, on a remarqué qu'on avait plus de 300 organisations dédiées à la confiance numérique, donc qui sont capables aujourd'hui, au-delà de disrupter, d'aider la société à se transformer.
Et donc, dans ces 300 organisations, on en a 102 qui sont vraiment des grands groupes. On imagine toujours qu'il n'y a que les grands groupes, mais pas du tout. Nous avons plus de 124 PME au niveau régional, 5 scale-up et surtout 94 start-up, ce qui est incroyable. On a vraiment un tissu économique incroyable. Cette force aujourd'hui, c'est ce qui fera notre force pour avancer demain et pour trouver des solutions vis-à-vis de ces changements et de cette disruption que nous vivons tous. Comme je l'ai dit, dans l'agritech, l'agri-food, dans la santé, dans la finance, dans la mobilité, dans l'éducation. Et c'est aujourd'hui extrêmement important de fonctionner en écosystème. Un autre constat que nous avons fait, c'est que finalement, si on prend dans la Trust Valley, nous avons plusieurs couches, donc notamment les académiques, les industriels, et puis 2 États qui se sont engagés en premier lieu, et puis on invite d'autres cantons à rejoindre, qui sont donc le canton de Vaud et le canton de Genève. Et on se rend compte que cette vallée, tous ces intervenants sont à moins d'une heure, on va dire à presque moins d'une heure les uns des autres. Et ça, c'est important aujourd'hui quand on voit que nos frontières sont fermées. Donc, c'est aussi un aspect important. On est capable aujourd'hui de pouvoir discuter avec les États-Unis en 2 minutes, la Chine ou d'autres pays, mais nous sommes aussi capables de se retrouver dans un environnement local extrêmement préparé. Je pense que nous avons la chance ici, la capacité, la chance d'être préparés et de pouvoir répondre aux défis de demain. Alors aujourd'hui, donc après ces 8 mois passés, que se passe-t-il et où va-t-on? Ce que je remarque, c'est que nous sommes peut-être déjà dans un nouveau normal. En tout cas, nous sommes en train d'imaginer ce nouveau normal, cette nouvelle normalité. Et ce que je trouve intéressant, c'est notamment les actions concrètes que nous avons commencé à mener dans la Trust Valley, notamment un programme d'accélération de start-up qui s'appelle Tech for Trust. L'an passé, c'était un projet à l'état de POC, donc Proof of Concept. Cette année, nous sommes un peu plus avancés, nous sommes juste, on va dire, en POC++, et puis nous suivons 27 start-up. Le constat, c'est que nous avons vraiment des start-up qui sont déjà avancées, avec des premiers clients, avec un business model qui est fiable, qui sont venus postuler. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi de suivre la moitié plus de start-up, donc le double de start-up par rapport à l'an passé, simplement pour permettre à l'écosystème de travailler ensemble, aux chefs de PME, aux chefs d'entreprise de PME de transmettre leur savoir, de pouvoir aider les startups à grandir et à vivre, et aussi aux grands groupes de pouvoir partager leurs connaissances et leur marché, c'est-à-dire les possibilités de développement à l'international pour la région. Donc pour moi aujourd'hui, le challenge, c'est, je dirais que l'industrie, en tout cas de cette partie numérique, intervient déjà dans la disruption de la société et permet déjà de mettre en place ce changement. Merci beaucoup, Lénique Pedron, pour cette première introduction. Nous allons maintenant passer à la seconde introduction. Monsieur Subilia, est-ce que vous êtes avec nous? Bien sûr, avec plaisir et conviction, vous m'entendez? On vous entend très très bien. La parole est à vous. Merci encore une fois de m'accueillir. Alors, je fais partie des 43 531 Suissaises et Suisses, si j'en crois les statistiques du jour, qui sont en quarantaine, sans pour autant être porteurs du virus. Et je le suis jusqu'à ce soir, raison pour laquelle je m'adresse à vous avec une distance physique, mais les moyens digitaux me permettent de vivre cet événement quasiment à vos côtés. Avant de vous livrer mon bref propos, saluer d'abord l'initiative que vous menez ici dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat, à laquelle la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève est associée. Et puis vous remercier, vous, futurs actifs du monde du travail, de cette très belle démarche que vous avez initiée et qui s'inscrit finalement totalement dans l'ADN d'une chambre de commerce, c'est-à-dire de faire souffler cet esprit entrepreneurial. Ma préopinante le soulignait, nous vivons aujourd'hui un moment historique qui induit des bouleversements, n'ayons pas peur des termes, extraordinaires, au sens littéral, encore une fois, de son acception. On vit un changement systémique qui est disruptif par nature et pauvres humains mortels, il faut se le rappeler parfois que nous sommes, eh bien nous devons humblement l'accepter, accepter que la seule certitude c'est qu'il n'y en a pas
et qu'à défaut de baguette magique ou de boule de cristal, nous nous employons au quotidien à faire au mieux. On fonctionne on a best effort basis, comme diraient les anglo-saxons. La vertu de la conférence à laquelle nous avons conviés aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on puisse lever un peu le nez du guidon, prendre une vue, une helicopter view, encore une fois en anglais. Et ce que je me propose de faire ici, c'est peut-être, on n'en est certainement pas sorti de cette pandémie, mais on voit apparaître, et il faut s'en réjouir, et c'est aussi l'objet de mon intervention ce soir, d'identifier quelques lueurs d'espoir. On voit apparaître une lumière qui sera celle du vaccin au bout du tunnel. Et donc, je crois qu'il est intéressant, déjà au milieu du gué, ou à ce stade en tout cas, de pouvoir tirer quelques enseignements de la crise et de la dimension disruptive, encore une fois, de celle-ci sur notre société et le modèle qui est celui selon lequel nous opérons. Alors, encore une fois, Socrate disait de ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation. Et moi, ce que j'observe autour de nous, la Chambre de commerce, c'est 155 ans d'histoire au service de la communauté des entrepreneurs genevois. Ce que j'observe et ce que je tiens à souligner ici, parce que je m'adresse essentiellement à des étudiants dont on se réjouit qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier, je les encourage à le faire. Et Didier Fischer, qui me suivra et qui est un entrepreneur dans l'âme, pourra certainement souligner mon propos. Eh bien, ce que l'on observe et qui me réjouit, c'est que nos entrepreneurs, durant cette crise, même si aujourd'hui, avec cette seconde vague, il y a une vraie fatigue qui s'installe, et qu'on le voit aussi en matière de prosaïquement financière, le défi de la trésorerie pour chacun de nos entrepreneurs. Mais ce que l'on observe, c'est que nos entrepreneurs ont fait preuve d'un terme qui est devenu très à la mode, qui est issu du monde de la psychothérapie. En réalité, c'est de résilience. Vraiment, face à ce choc, ils ont su s'adapter, Socrate le disait, et ajuster leur modèle d'affaires. Et puis, ils ont fait preuve, j'y reviendrai dans un instant, d'une agilité hors norme. Et ça, finalement, c'est assez rassurant parce que on dira à l'issue de cette crise qu'on a tous pris 10 ans en l'espace de 12 mois, pas uniquement parce qu'on est cerné, parce que, par exemple, à la Chambre de commerce, on travaille plus que jamais, parce que c'est assez anticyclique, c'est dans ces périodes de crise que on apporte la démonstration de notre valeur ajoutée, parce qu'on doit être à la barre, on doit tenir le cap, même si on n'a pas véritablement de boussole. Mais quand je dis on a pris 10 ans, c'est parce que la somme d'expérience qu'on aura pu accumuler, et vous verrez que je suis d'un optimisme atavique, eh bien, elle est considérable. Et qu'est-ce qu'on observe? Pour moi, il y a deux paramètres, qui riment d'ailleurs. Vous verrez que j'aime bien les formules creuses ou les lieux communs. Le premier, c'est sous l'angle de la durabilité. Durabilité qui rime aussi avec proximité. On a vu émerger des logiques d'échanges commerciaux qui ont replacé l'humain ou, disons, le territoire dans lequel nous opérons au cœur de nos stratégies. Comprenez-moi bien, je suis un libéral convaincu, un tenant de la théorie de Ricardo, et je crois profondément dans les vertus du multilatéralisme dont Genève est le bastion, est le berceau avec l'OMC. En revanche, ce à quoi il faut aussi réfléchir dans un monde où la biodiversité eh bien, doit être préservée, c'est à intégrer mieux et de façon honnête et sincère eh bien, ces paramètres climatiques et donc s'interroger aussi sur les chaînes d'approvisionnement et la nécessité de favoriser, dans la mesure du possible, des produits locaux. Et ça, le confinement, ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, nous y contraint et il faut espérer qu'il y ait là des tendances qui puissent s'inscrire dans un temps plus long, même si effectivement, l'humain à la tête dure et les réflexes pavloviens reviennent assez vite à la charge. Et puis, il y a un deuxième enseignement que j'ai pu lire dans les activités qui étaient les miennes, à la fois à la tête de la Chambre de commerce que comme député, c'est celui de solidarité, qui rime aussi avec fraternité. On a vu émerger pendant cette crise, on le voit encore aujourd'hui, encore que on atteint un petit peu les limites de l'exercice parce qu'on est dans une logique de survie, je vous le dis ici sur le plan économique, mais on a vu émerger de très belles initiatives qui ont exhalé ce qui étaient les vertus humaines, véritablement, avec des démarches désintéressées qui méritent ici d'être soulignées.
Vous vous souviendrez peut-être que pendant la première vague, eh ben, on applaudissait le personnel soignant à 20h, 20h, 21h, et ils le méritaient. Et je crois qu'on peut aussi applaudir nos entrepreneurs le matin parce qu'ils se lèvent tôt et ils se battent au quotidien. Donc, durabilité, solidarité. Et puis, qu'est-ce qu'elle a été finalement cette crise? Et là aussi, à mon avis, un double constat, ça a été évoqué par Madame Pelleron. Elle a été un fabuleux accélérateur. Alors, pour celles et ceux qui avaient anticipé, on est toujours plus intelligent après, mais qui avaient anticipé ce bouleversement digital, eh bien, ça a été une autoroute. Pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu venir, ça a été une marche forcée. Et je vous le dirais, pour notre maison, je vais ici vous donner deux exemples de la façon dont nous avons opéré. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait 1 siècle et demi d'histoire. On est une noble, j'espère en tout cas, institution. Mais moi, je dis de la Chambre de commerce, qui est une institution privée, qu'on est une PME. J'ai 30 collaborateurs très engagés, mais avec un esprit start-up. Et on a dû en apporter la démonstration durant cette crise. Et c'est ainsi, par exemple, que notre 155e Assemblée générale s'est tenue de façon digitale. Ça n'a rien de révolutionnaire. Mais tous les votes qui ont été enregistrés l'ont été et ont été sécurisés par le biais de la blockchain. C'était un témoignage de confiance, on parlait de confiance numérique tout à l'heure, dans la capacité de notre écosystème à produire, parce que Genève est aussi une place forte en matière de blockchain. On y abrite d'ailleurs toutes les années un grand congrès auquel la Chambre est associée. Eh bien, de dire, voilà, on peut s'appuyer sur des technologies perçues comme relativement disruptives pour mener une activité qui est centenaire. On a aussi créé, deuxième exemple très concret, une place de marché, une app digitale qui permet à nos entrepreneurs eh bien, d'échanger sur leur smartphone pour, là aussi, pallier la difficulté qui est celle de l'absence d'échanges physiques. Voilà deux exemples qui ressortent très clairement de la Chambre. Mais dans l'activité de nos entrepreneurs, celle que nous défendons, celle que nous promeuvons et les 2500 entreprises membres qui nous font confiance, on observe ici de véritables bouleversements qui sont, eux, structurels. On a pu le voir dans le monde du commerce de détail, dont je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il est particulièrement affecté par la crise, et c'est d'autant plus vrai à Genève qui a pris des mesures, à nos yeux, excessives en comparaison avec notre canton voisin. On parlait de la Trust Valley, on peut parler de cette vallée lémanique, effectivement, où les Genevois peuvent se précipiter de l'autre côté de la Versoix pour y faire leurs courses alors que les magasins sont fermés à Genève. Eh bien, nos commerçants ont dû ici aussi faire preuve de toute l'agilité requise en développant, par exemple, des systèmes de click and collect ou les commandes sur des sites Internet avec des plateformes de vente type Genève Avenue permettaient ensuite aux consommateurs de venir chercher leurs courses. On le voit aussi dans le domaine de la restauration. Dans le domaine de la restauration où, alors ça reste homéopathique, mais où ce basculement sur le delivery en mauvais français, a fait bondir la masse salariale d'un certain nombre d'entreprises de livraison, et pas uniquement les GAFA dans le domaine, je pense à Uber Eats, mais aussi des acteurs plus locaux qui, là aussi, ont dû faire preuve de toute l'agilité requise. Et puis, cet effet d'accélérateur, on le voit à une échelle mondiale. J'ai la chance de représenter la Suisse à la Fédération mondiale des chambres de commerce. On a des centaines d'exemples de façon dont nos entrepreneurs ont dû, dans l'urgence, réinventer leur modèle d'affaires. Et je pense que la meilleure démonstration qui puisse être donnée aujourd'hui, c'est la célérité, j'allais dire la vélocité avec laquelle, et c'est une note d'espoir encore une fois, plusieurs vaccins devraient pouvoir être disponibles sur le marché. Et puis un dernier mot, si vous m'y autorisez, sans vouloir excéder le temps qui m'est donné. Mais accélérateur rime aussi avec fédérateur. Et vous aurez compris que j'aime bien les rimes. Je pense que ça, c'est aussi une des leçons qu'on doit, une des vertus que l'on doit pouvoir attribuer à la crise. Ce que j'ai pu observer ici à Genève, où on a souvent une lutte des classes qui prévaut, on se tire dans les pattes plutôt que de tirer à la même corde, je suis un peu provocateur, j'ai vu émerger des unions sacrées. Ça a été le cas, par exemple, et on leur a attribué le prix de l'économie 2020 entre les hôpitaux publics et les cliniques privées, qui ont été forcés de collaborer parce qu'ils étaient disruptés. Parce que quand vous n'avez plus de lits, vous devez trouver des solutions. Et donc là, il y a un véritable modèle de collaboration qui s'est mis sur pied, qu'un partenariat très sain, c'est le cas de le dire, qui devrait perdurer. J'espère, encore une fois, que ce même constat prévaudra dans la vie politique, j'en fais un peu, et que l'on puisse sortir de postures parfois dogmatiques. On voit des syndicats qui encouragent à aller manifester demain. C'est une très mauvaise idée, non seulement pour les questions de risques sanitaires, mais aussi parce qu'il faut que chacun fasse des efforts. Je vois des patrons aujourd'hui à genoux, des employés qui ont perdu
au mieux 20% de leur pouvoir d'achat, parce qu'avec les RHT, ils sont à 80%. Et je vois de la fonction publique, dont je pense le plus grand bien, mais qui se bat pour avoir une augmentation de salaire. La symétrie des efforts est importante. Vous êtes des futurs entrepreneurs. Eh bien, il est nécessaire que vous ayez à l'esprit que, l'État, que je respecte infiniment, qu'il doit lui aussi pouvoir parfois subir et en solidarité faire des efforts qui sont attendus de lui. Je ne vais pas rentrer dans ce débat trop polémique, ce n'est pas le lieu, mais le lieu est ici de rappeler, dans le sens des propos de Lénique Pédron, que la confiance, finalement, elle est à la base de tout ce qu'on peut engager ensemble. Et c'est la confiance numérique, mais c'est aussi la confiance des affaires, c'est la confiance dans nos autorités, qui est le socle de cet édifice de prospérité que l'on a pu construire ici en Suisse, parce qu'il faut se le rappeler. Si aujourd'hui nous allons triompher de cette crise et probablement être plus forts demain, c'est parce que nous pouvons avancer en confiance avec cet état d'esprit entrepreneurial qui est encore une fois dans les gènes helvétiques, qui est le même qui vous anime, chers étudiants qui nous entendez ce soir, et dont j'aimerais louer ici l'engagement, parce que vous aussi, vous êtes le meilleur exemple de résilience et d'agilité. Lorsque j'ai eu les organisateurs de eSpace au téléphone pour dire, écoutez, il va falloir trouver une solution parce que je ne pouvais pas être là présent physiquement, en 2 temps, 3 mouvements, et là, il y avait de la baguette magique, eh bien, ils se sont adaptés, ils ont ajusté. Et je tiens à vous dire bravo, continuez avec ce même engagement, et puis n'oubliez pas, ce qui, à mes yeux, est le meilleur des carburants, c'est l'enthousiasme. C'est lui qui nous permettra de vaincre la pandémie. J'ai été trop long, mais je vous remercie encore une fois de m'avoir tendu le micro et même la caméra. À vous au studio. Vincent Subilia, merci beaucoup pour cette présentation fortement intéressante. On va maintenant partir vers vous, Monsieur Fischer. Vous êtes président du groupe sportif Servette. Faites-nous part de votre lecture finalement de la situation aujourd'hui. Alors, je vais essayer de consommer moins de minutes, puisque M. Subilia, très brillamment, a fait une présentation sur le monde de l'économie, sur le monde de l'entrepreneur. Dans mon expérience par rapport au groupe Servette, c'est un groupe aujourd'hui dont je préside la fondation actionnaire. C'est un groupe qui met dans son panier le Servette Football Club, le Genève Servette Hockey Club, et qui soutient le Servette Rugby Club, avec tout ce qui va autour, les académies, la formation, les équipes professionnelles. Donc c'est un groupe assez important. Ce que j'aimerais plutôt faire partager aujourd'hui, c'est le mot disruption. Finalement, on peut parler du numérique, on peut parler des entrepreneurs qui s'adaptent, on peut parler de la résilience, on peut parler de beaucoup de choses. Je suis certainement un des plus âgés à intervenir. Et pour moi, le mot disruption rime vraiment avec le mot adaptation. Donc, je suis plus là à penser que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est perçu comme disruptif aujourd'hui, parce que c'est un mot qui a toujours existé, mais qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'il y a une nécessité à s'adapter. La nécessité fait loi. Pour beaucoup, pour la société, pour la loi, pour la constitution, pour les règles de vie, et pour l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est fondamental de s'adapter, parce que souvent, c'est une question de survie. Si je prends l'exemple du groupe Servette, qui a été monté par cette fondation en 1890, la première réflexion, et là on peut parler de disruption, c'était de dire tous les modèles qui nous ont précédés, dans la direction, la propriété, la gouvernance des équipes Servette, sont des modèles qui ont mené à une situation catastrophique, de faillite, de cessation de paiement et de menace de disparition de clubs historiques à Genève. Ces modèles sont des modèles de gouvernance et de direction dont on doit s'inspirer pour essayer de faire autrement. Donc, quand on est parti sur ces opérations-là, la première réflexion disruptive était de dire on ne va pas garder le même modèle
parce qu'il a mené systématiquement à une situation de faillite. Et de là est née l'idée de faire porter les actions des sociétés anonymes et des clubs professionnels par une fondation. La fondation n'appartient à personne. Elle s'appartient à elle-même. Elle appartient à elle-même. Une association, elle appartient à ses membres. Une société anonyme, elle appartient à ses actionnaire. Une SARL, elle appartient à ses contributeurs et aux gérants. Donc, il ne fallait pas reprendre absolument le même modèle. Au contraire, il fallait se poser la question pourquoi est-ce que ça a échoué et comment est-ce qu'on va commencer par la gouvernance en faisant différemment. La fondation appartient à elle-même. Elle donne confiance par le fait que personne ne va tirer du profit de cette fondation. Donc, on dématérialise la propriété capitalistique des sociétés anonymes. On dématérialise tout ça en le plaçant dans une fondation qui n'a aucun but lucratif. Donc il y a un but idéal, c'est de développer, de diriger, de poursuivre des buts, de remplir des missions. Ça, dans le monde sportif, c'est innovant. Alors aujourd'hui, on va dire disruptif. Mais finalement, c'est simplement une question pour moi d'adaptation. La mission, en reprenant les équipes de sport Grenat, du groupe Servette, il fallait regagner la confiance du politique, regagner la confiance du public, regagner la confiance des partenaires, regagner la confiance, d'une manière générale, de la communauté. Si je repartais sur le même modèle que celui qui avait brisé la confiance des politiques, brisé la confiance du public, brisé la confiance des partenaires et brisé la confiance de la communauté, j'aurais fait peut-être aussi mal que mes prédécesseurs. Donc, il fallait partir sur un autre modèle. Mais c'est une nécessité. C'est pour ça que la disruption, pour moi, elle n'est pas forcément dans l'anticipation absolue, elle est surtout, c'est une lecture qu'on fait sur le passé et dire « je suis obligé » d'être disruptif si je veux survivre dans l'environnement dans lequel je vais développer ce projet. Donc, il n'y a pas que la disruption de choses très modernes, il y a la disruption aussi sur le mode de réflexion, comment est-ce qu'on monte une entreprise, comment est-ce qu'on dote les organes d'une entreprise, est-ce que c'est une SA, une SARL, comment est-ce qu'on constitue son conseil d'administration dans les sociétés anonymes. Tout ça, c'est des vraies questions qui sont aussi sujettes à un type de pensée différente, donc disruptif. La fondation donne confiance. Très bien. Pour qu'elle donne confiance, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle ait des buts, il faut qu'elle ait des statuts, il faut qu'elle ait une mission. Voilà. Ben, tout ça, on a décidé que c'était ouvert, c'est public, c'est accessible à qui veut bien s'intéresser à cette fondation-là. Ça, c'était une façon pour moi d'appréhender ce mot de la disruption. Il y a quelques années de ça, je dirais que ce qui était très à la mode, c'était le mot développement durable. Et à un moment, il a fallu, pour que les entreprises et que les projets soient bien perçus, qu'ils aient un avenir, qu'ils aient une mission, que ce soit clair pour tout le monde, il fallait inscrire l'action dans un objectif de développement durable. Aujourd'hui, c'est presque comme si c'était acquis. Et la nouvelle chose à la mode, c'est la disruption. C'est est-ce que tu es prêt à t'adapter à la situation dans laquelle tu vas faire évoluer ton entreprise. Donc finalement, je pense que la disruption, c'est plutôt une obligation pour les sociétés, pour les entreprises, si elles veulent se développer et survivre dans l'environnement actuel, parce que tout va plus vite. Alors on a l'exemple effectivement du Covid, on a l'exemple de la numérisation, on a l'exemple de la sécurité, on a l'exemple de beaucoup de choses qui sont beaucoup plus rapides aujourd'hui, qui apparaissent très vite, qui sont des points clés, et les entreprises doivent s'adapter à ça. Donc l'obligation d'être disruptif, ça va être comme, il y a un certain temps, l'obligation d'être inscrit dans un processus de développement durable, comme il y a un certain temps, inscrit dans l'obligation de mettre au cœur de la société ou l'entreprise l'égalité entre les sexes, comme il y a un certain temps,
d'avoir un vrai programme social au niveau de la protection des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous semblent acquises, mais finalement, chaque fois, ça a été une disruption. Il a fallu adapter le modèle à ce que la société attend de l'entreprise, de la communauté dans laquelle tout ça existe. Donc voilà un petit peu sur le modèle de la disruption, ce qu'on a fait dans le groupe Servette. On a mis une fondation à la tête, et cette fondation a effectivement été un outil qui a fait regagner la confiance de l'environnement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on jouit d'une certaine confiance accordée tant par les partenaires, le public, les fans, les acteurs et le monde politique. Je dirais que dans l'esprit de l'entrepreneur aujourd'hui, une fois qu'on a parlé du modèle de gouvernance à l'intérieur, la disruption, c'est quelque chose qui doit être sans cesse présent dans l'esprit de l'entrepreneur. La meilleure manière de capter ce qui sera disruptif et comment est-ce que je vais m'adapter à un changement qui va être évident, c'est l'anticipation. C'est se demander comment, dans quelle direction la société, d'une manière générale, se développe, sur quel chemin est-ce qu'elle avance. Si on a fait un groupe sportif de l'importance du groupe Fondation 1890 et groupe Grenat aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a une conviction issue de la lecture d'anticipation qu'on fait sur l'organisation de la société de demain. On parle d'intelligence artificielle, on parle de l'IoT, de la connectivité des objets, on parle de communication, on parle de numérisation, on parle d'énormément de choses qui sont là pour, en fait, alléger, soulager, faciliter le talent, l'éclosion et le travail des talents qui sont dans les entreprises, dans la société, dans la fonction publique. Donc on va gagner en temps. L'individu va gagner du temps libre. Donc l'industrie du divertissement aujourd'hui est une industrie qui est extrêmement importante. Le sport en fait partie. Et on a toujours parlé de l'industrie du divertissement, mais aujourd'hui, c'est finalement une industrie qui va être une demande par rapport au temps libre que les individus vont gagner dans la société. Alors, dans l'anticipation qu'on a faite et la lecture qu'on a cherché à faire vers où est-ce que la société se dirige, on a estimé qu'il valait la peine d'avoir une forme de structure pour une partie de l'industrie du divertissement, qui est le sport d'une manière plus précise. Et ça, c'est une façon de lire un développement dans les comportements et les occupations des gens dans la société demain, et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette demande. Donc je pense que nous devrons être disruptifs tout le temps, parce que nous allons devoir répondre à la demande des gens qui vivent dans la communauté. Alors, quand on est dans le monde du sport avec des clubs genevois, on s'intéresse d'une manière générale à une population locale, éventuellement suisse, un petit peu internationale, si on va dans des divertissements qui sont beaucoup plus numérisés, à savoir le e-sport par exemple. Et Servette a créé, on en a parlé précédemment, mais Servette a créé son groupe de e-sport pour le football. Eh bien, c'est quelque chose évidemment qui est aussi une réponse à un temps de libre, à un temps de divertissement que les personnes ont ou vont gagner de plus en plus par l'organisation du travail dans la société. Donc cette disruption, elle est nécessaire et on peut essayer de l'anticiper, on doit prendre des paris. On a parlé de ceux qui ont... M. Soubilier a parlé des vaccins qui allaient éclore maintenant. Il y a des gens qui ont pris des paris pour ça. Parce que le type de vaccin qui devrait nous sauver du Covid, c'est des types de vaccins extrêmement innovants, extrêmement nouveaux. Ils ont fait des paris, ils ont lu quelque chose avant tout le monde et ils l'ont fait. Donc on devient capable de comprendre vers quelle disruption est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on va gérer ces activités-là
parce qu'on a été voir un petit peu devant et on prend quelques paris sur l'orientation de la société. Je pense que la disruption va devenir le mot, et le mot qu'il faut intégrer aujourd'hui, c'est en fait l'adaptation au changement, c'est l'adaptation obligatoire pour les entreprises sous peine de mort. Donc on est obligé de s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. Et je pense que ce mot-là est un mot qui va nous guider, qui fait quelques émules déjà. On parle maintenant du change management. Donc, c'est quoi le change management par rapport à la disruption? La disruption, c'est peut-être une constatation et puis une nécessité. Et le change management, c'est la conséquence. Je réoriente mon entreprise, je la gère différemment, que ce soit par sa gouvernance, par les outils numériques, par le segment de clientèle visé. Donc, et tout ça, ça veut dire qu'il y a de l'adaptation dans l'entreprise aussi, et donc c'est le change management qui arrive après. Tout ça, pour moi, c'est que l'évolution normale d'un monde qui va plus vite et d'un monde dans lequel on peut lire certaines directions dans lesquelles on va, à savoir plus de temps libre, plus de volonté. C'est vraiment une demande de l'individu aujourd'hui, c'est de gagner en temps pour soi, en temps pour apprendre, en temps pour communiquer, un temps pour partager. Donc ce n'est que l'adaptation des entreprises par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Fischer, pour cette présentation très inspirante. Je vais directement rebondir avec une question, cette fois-ci pour vous, Mme Pedron. On parle ici donc de cette nécessité pour les entreprises de s'adapter. Vous êtes dans ce terreau finalement de l'innovation. On retrouve en fait ce terrain des gens qui façonnent aussi peut-être d'une certaine manière cette réalité dans laquelle on vit aujourd'hui et dans laquelle on vivra demain. Est-ce que créer une initiative comme celle de la Trust Valley, c'est quelque chose finalement de facile et qui coule de source? Alors, dans un premier temps, je me permets juste de réagir sur le propos de M. Fischer, que je trouve très intéressant par rapport au type de structure juridique. C'est un constat que je fais également, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui de nouvelles structures juridiques être utilisées pour créer des entreprises. Et puis, c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça peut surprendre quand on crée une association pour, à côté, développer une partie d'affaires, une fondation. Et je trouve qu'on voit de plus en plus de ce type de structure, et je pense que c'est vraiment un fait à observer. Alors, la Trust Valley, est-ce que c'est facile? Non. Non. Effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Parce que on n'est pas en train d'inventer quelque chose. On n'a pas inventé quelque chose avec cette Trust Valley. On est juste en train de fédérer finalement un terreau qui est là depuis une quinzaine d'années. On est en train de rassembler des investisseurs, des entrepreneurs, des académiques qui ont investi des dizaines de millions dans la région en parlant de cybersécurité, de confiance numérique. Donc, finalement, créer cette vallée, c'est important. C'est ce qui permet d'avoir les bons ponts. Et aussi, comme l'a exprimé M. Sublia, c'est aujourd'hui que nous avons besoin de cet écosystème, d'avoir cette capacité au niveau local de réagir, donc d'être résilient, et de l'autre côté, de quand même pouvoir continuer à faire de l'export. Donc non, ce n'est pas évident, mais c'est essentiel pour la région. Et je pense qu'aujourd'hui, ce type d'initiative tombe vraiment au bon moment. On a eu la chance de la préparer, de travailler avant et de faire naître la confiance entre les acteurs. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir avoir un dernier événement en octobre où ces partenaires se sont rencontrés et on se rend compte aujourd'hui que cette confiance, elle est nécessaire pour pouvoir faire avancer des actions comme ce que nous avons dans la Trust Valley. Et c'est vrai qu'une fois que nous passons en ligne et on peut se permettre de moins se voir à ce moment-là, le développement continue à se faire. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, vous avez parlé de cette question de confiance et c'est là que je reviens vers vous, Monsieur Sublia, parce que c'est un terme que vous avez aussi beaucoup mentionné. Vous avez parlé de ce terreau finalement local et de ce sentiment de solidarité. Vous avez parlé après de votre implication aussi à l'échelle internationale d'une certaine manière. Est-ce que vous retrouvez aussi cette forme de solidarité à l'international? Parce que certains pourraient se dire finalement on est devenus solidaires entre nous, mais aussi potentiellement contre les autres. Quelle est votre perspective par rapport à ça?
difficile de dresser une cartographie précise, mais j'aurais la faiblesse de croire que la solidarité, elle anime les humains à large échelle. Et j'ai pu effectivement, je vous le disais, constater des élans de fraternité tout à fait remarquables. Et on a la chance d'évoluer dans un tissu économique extrêmement privilégié. Et souvent, moi, ce qui me frappe, au même titre que l'on observe de l'innovation très frugale, comme on dit, dans des pays moins richement dotés de la planète, eh bien, il y a des élans de solidarité qui sont des fois inversement proportionnels aux richesses dont disposent les populations visées. Mais au-delà de ça, moi, il y a un élément qui me paraît, un double élément qui me paraît important de souligner, si vous m'autorisez, et qui ressort très clairement du propos qui vient d'être tenu, c'est l'idée de momentum. Je crois on est aujourd'hui, même si l'humanité a connu des crises, elle en connaîtra encore, et Didier Fischer a parfaitement raison de rappeler que finalement la disruption, c'est la capacité de s'adapter au changement. Mais c'est vrai que le changement auquel on est confronté aujourd'hui du fait de la pandémie, en tout cas pour une génération comme la mienne, j'aime à croire que c'était il n'y a pas trop longtemps que j'étais encore sur les bancs d'université, il est historique, j'employais le terme, parce que c'est vrai que ce que l'on vit collectivement, eh bien, en 45 ans d'existence, je n'en ai jamais vu de comparaison. Mais, encore une fois, si l'on regarde le verre à moitié plein, dans ce momentum, et Mme Pelleron le disait, je pense que dans l'adversité, il y a une opportunité, comme le dit très bien eSpace d'ailleurs. Et donc, il faut qu'on construise sur cette base pour penser le monde de demain. Il n'y aura pas de révolution, ça va être une évolution, mais une évolution qui va être accélérée parce qu'on y est contraint. On y est contraint. Vos étudiants sont contraints, plutôt que d'être dans l'auditoire, eh bien, de vous suivre sur le biais d'un écran, chose qu'ils n'avaient probablement pas pratiquée. Vos professeurs doivent pouvoir enseigner en ligne. Donc, encore une fois, cette accélération digitale et donc son corollaire qui est la nécessaire confiance dans les outils qu'on peut utiliser, elle est clé. Mais si vous permettez, moi, je terminerai sur un constat, c'est que même si j'ai grand plaisir à pouvoir converser au travers de mon iPod, je pense que rien ne remplacera finalement la confiance humaine. Là aussi, c'est un peu un lieu commun que de le rappeler. Mme Pelleron mentionnait l'événement présentiel qui s'est tenu à l'EPFL pour le lancement de la Trust Valley, auquel j'ai eu le plaisir de participer. On était heureux d'y voir des sourires et pas au travers d'écrans. D'où ma frustration de ne pas être physiquement à vos côtés. Donc finalement, je pense que c'est un peu un poncif là encore, mais je pense que oui, il y aura des accélérations. Oui, dans sa nature humaine, l'homme s'adaptera, il ajustera son modèle de développement. Mais il y a une chose qui fait l'homme et qui restera, c'est la nécessité du contact et du contact humain. Et donc, je me réjouis déjà de la prochaine édition de votre manifestation pour être physiquement sur le plateau avec tous vos étudiants en face de nous. Merci à vous pour votre réponse. Monsieur Fischer, quand on parle de cette importance aussi du contact humain, notamment par exemple dans le milieu sportif, on voit que finalement les clubs de foot, mais aussi le sport de manière générale, c'est aussi un lieu de cohésion. Comment est-ce qu'on peut aussi permettre à ce genre d'entité de continuer finalement à évoluer, malgré le fait qu'aujourd'hui on voit que la possibilité de se réunir physiquement n'est plus vraiment garantie? Alors c'est effectivement très compliqué. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose aussi, dire que finalement le métier de l'entrepreneur, vous l'avez compris dans les propos que j'ai dit, je l'espère, c'est un métier à plein temps. Et le vrai métier, c'est de changer tout le temps. On doit s'adapter tout le temps. Et la grande crise qu'il y a aujourd'hui sur le Covid, on a parlé de la confiance, de la solidarité, de l'adaptation. Pour un entrepreneur, je ne dirais pas que c'est facile à vivre parce qu'il y a des contraintes qui sont absolument terribles et je le vis moi-même avec mes activités. C'est très très difficile.
mais ça paraît moins dur à vivre pour un entrepreneur qui va s'en sortir parce qu'il est habitué au changement, il est habitué à se battre et à aller trouver l'endroit où il faut aller, la faille, ou le nouveau filon, ou ce genre de choses. C'est certainement difficile à vivre pour son bilan, son compte d'exploitation et sa trésorerie aujourd'hui, mais c'est un immense puits d'innovation, de changement, de réduction de structure, d'adaptation de structure. Voilà. Pour un entrepreneur, on n'a pas eu la guerre dans ma génération, on a ça. Mais finalement, de ça va naître quelque chose de bien. Mais c'est un métier à plein temps, même à pleine nuit, je peux vous le dire, donc jour et nuit, parce qu'on doit toujours se demander pourquoi et comment il faut s'adapter. Sur le côté humain dans le groupe sportif, alors, comment est-ce qu'on s'adapte à des nouvelles, comment est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies, comment est-ce qu'on s'adapte à des nouvelles situations? Voilà, c'est le quotidien, la même chose pour n'importe quel entrepreneur. Avoir le confinement total dans la première vague et les joueurs qui étaient chez eux et les joueuses aussi, avec un programme à suivre donné par les préparateurs physiques, c'est vachement moins drôle que d'aller à l'entraînement tous ensemble. Donc il faut amener une part de motivation. Mais là, on a affaire à des professionnels, et les professionnels ont relativement bien compris l'enjeu, même si effectivement le rapport humain et la proximité humaine manquaient. Pour les jeunes aujourd'hui, et le Conseil fédéral a très bien compris ça, donc les jeunes ont le droit de continuer leur entraînement, et ça c'est fondamental, parce que dans nos académies, rien que dans le groupe Grenat, on a à peu près 750 jeunes qui portent un maillot Grenat, garçons et filles, et qui viennent quasi tous les jours en contact avec leur club, que ce soit du foot féminin, du rugby féminin, foot masculin, hockey, voilà. Donc dans tous les sports, on a 750 jeunes à Genève qui portent un maillot Grenat. Si on les lâche, on risque de les perdre. Et donc là, le contact humain est très très important. Et le Conseil fédéral a bien dit, les jeunes peuvent continuer jusqu'à moins de 12 ans à s'entraîner et à pratiquer. Au-delà de 12 ans, pas à plus que 5, mais ils peuvent continuer quand même. Donc, d'où l'importance de ce contact humain, parce que c'est là où on a la prise avec l'individu, mine de rien. Alors, comment est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies? C'est dans tout, c'est le data. En fait, tous les joueurs et les joueuses courent aujourd'hui sur un terrain avec une puce GPS, avec un capteur GPS dans le dos. Et puis à la fin, on va parler du nombre de kilomètres, du battement cardiaque. Ah, mais il est monté trop haut, il manquait d'assurance devant le but. C'est impossible qu'il marque avec des battements cardiaques comme ça. On arrive à tout analyser aujourd'hui. Mais rien ne remplacera. Alors, ça, c'est absolument clair. Dans ce métier du divertissement, un joueur de football, un joueur de hockey ou de rugby, c'est comme un artiste, un musicien dans un orchestre symphonique, un chanteur lyrique, un danseur de ballet, un acteur cinéma ou théâtre. Il vit de l'émotion qu'il donne. Donc cette émotion, ce n'est pas une puce qui va la transmettre. Il va y avoir des relais d'images, des relais de son, des relais de beaucoup de choses. Mais la qualité de l'émotion, c'est d'un humain à un autre humain, ou d'un être vivant à un autre être vivant. C'est là que l'émotion est transmise, captée, partagée ou pas après. Donc, ça reste fondamental. Le rôle du coach, le rôle de l'entraîneur, le rôle du staff qui entoure une équipe, que ce soit junior ou senior professionnel, est fondamental dans la motivation qu'il apporte. Mais tout ça s'appuie sur des choses qui sont aujourd'hui mesurées. Je pensais à l'époque, et je terminerai avec ça, qu'un agent de joueur, ou disons quand on recherchait un joueur pour une équipe, on disait, ouais, on aimerait quelqu'un qui va vite, on aimerait quelqu'un qui sait passer le ballon, on aimerait quelqu'un qui a un bon physique, etc. Aujourd'hui, c'est une analyse métrique. On définit un profil métrique pour un joueur. Tout ça, ça part dans une base de données qui mesure, qui compare cette base métrique à tous les profils qui sont enregistrés au monde, de tous les joueurs susceptibles d'être là, qui match avec ce profil métrique. Alors, vous n'avez plus que sur les 150 millions de joueurs qui sont prêts à être transférés, il y en a peut-être plus que 100 000 qui vont matcher avec votre profil métrique. Et puis ensuite, on va partir sur la partie un peu plus émotionnelle, puis on va commencer à regarder quelques images, puis il va rester à la fin
d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue proximité, d'un point de vue culturel, des éléments qui ne sont pas métriques, eh bien on va dire, voilà, il reste ces 3 joueurs-là qui devraient matcher avec le besoin de l'entraîneur pour l'équipe. Donc ça, c'est bien le data et le numérique qui ont transformé cette approche aujourd'hui. Mais l'humain va être le rapport humain, c'est la dernière décision qui va être faite. On a envie d'engager une femme dans l'équipe de Servette chinois féminin, une femme, parce que cette femme-là est une bonne personne. On a senti quelque chose de bon en elle. Et ça, ce n'est pas le data numérique qui nous l'a apporté. On parle donc de data, et là, j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Pedron, parce que quand on parle confiance numérique, eh bien, c'est vrai que finalement, les données et aussi leur protection, c'est quelque chose qui nous est cher et qui est peut-être aussi essentiel à cette confiance à l'ère numérique. Pour vous, que ce soit même dans vos activités avec Icon ou que ce soit vos activités avec la Trust Valley, comment vous réagissez face à cette problématique dans cette période de disruption dans laquelle on est aujourd'hui? Alors, pour réagir sur le propos de Didier Fischer, je dirais que pour moi, la technologie doit vraiment rester un support pour l'être humain. C'est-à-dire que la technologie est là pour nous aider, pour nous simplifier la vie, nous faciliter les choses, nous permettre de gagner du temps, comme ça a été évoqué, doit nous permettre toutes ces choses-là. Et on doit pouvoir le faire en confiance, c'est-à-dire qu'au niveau des données, nous savons tous aujourd'hui que ce sont les êtres humains qui créent les données, et c'est ce qui fait la valeur aujourd'hui aussi du numérique. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'assez tôt, je dirais, avant la création de la Trust Valley, de par mes connaissances en cybersécurité et puis le groupe avec lequel j'évolue depuis plusieurs années, nous avons décidé de créer cette ONG qui s'appelle Icon, parce que nous sommes devenus parents. Nous avons donc participé à ce qu'on appelle, là c'est pour rebondir un peu sur la partie e-sport aussi, à des captures the flag. Donc ce sont en fait, pour faire simple, des challenges pour les hackers, dans lesquels les données sont extrêmement importantes. Et à partir de là, nous avons quand même eu, tout notre groupe avait une expertise assez élevée, et on s'est rendu compte qu'en ayant nos propres enfants, on avait du mal à pouvoir s'exprimer, exprimer ce qu'est Internet, exprimer ce qu'est une data, qu'est-ce que ça veut dire aussi lorsque je vais sur Internet sans prendre de précautions. Et on s'est dit que c'était peut-être important du coup d'en parler au public et aux citoyens et de trouver des modèles pour pouvoir parler de ces points-là. Et la gamification, notamment, le fait de passer par le jeu pour exprimer ces points-là. Et on a créé une formation qui s'appelle « Maîtrise ton identité numérique ». On a estimé qu'en tout cas c'était important. Donc là, je dirais que c'est le point de vue au niveau du citoyen, comment finalement on fait pour monter en compétences, pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, parce qu'aujourd'hui on voit finalement la première génération de jeunes à être nés avec Internet, à être nés avec parfois déjà des comptes ouverts, puisque les parents ont ouvert un compte sur Insta ou sur Facebook et autres. Et c'est cette première génération qui va devoir vivre avec cela. Et au niveau, je dirais plutôt des affaires, donc sur la partie B2B, effectivement, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'or ou bref, le pétrole. On entend beaucoup cela. C'est juste. Et il y a un concept aujourd'hui qui est en discussion et qui a été donc transmis dans la dernière stratégie du DFAE, très récemment, il me semble il y a 2 semaines, 3 semaines, qui est l'autodétermination numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en très simple, en très peu de mots? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous créons des zones de données, donc que ce soit, par exemple, en allant au restaurant ou alors en échangeant sur les réseaux sociaux, etc. Et que finalement, ces données, aujourd'hui, elles appartiennent à qui? Les choses ne sont pas très claires, il y a des vides juridiques. Et ce serait quand même intéressant que nous, citoyens, que les entreprises aussi qui sont responsables, puissent utiliser ces sets de données pour proposer des services qui puissent supporter, qui puissent aider dans la santé, dans l'agritech, l'agri-food et ailleurs. Et donc, c'est un vrai défi. Et c'est vrai que cette partie d'autodétermination numérique, du fait que l'individu puisse travailler, connaître, même louer, s'il souhaite louer finalement, ou vendre ses données, c'est extrêmement important aujourd'hui, je pense. Mais ça doit être un choix. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire le choix de les louer, de les donner, de les offrir, de les garder pour soi, de les partager. Merci beaucoup
pour cette approche aussi sur l'autodétermination numérique. C'est là qu'on voit qu'en fait aussi, peut-être avec finalement cet élan vers le tout numérique d'une certaine manière, on se retrouve dans une situation où on arrive dans un environnement qui devient compliqué aussi, parce que cette autodétermination numérique, comment finalement est-ce qu'on peut la rendre possible concrètement d'un point de vue technique. Et là, je me tourne vers vous, Monsieur Subilia. Les entreprises aujourd'hui ont donc dû se ruer finalement vers le numérique pour pouvoir s'adapter au confinement, au semi-confinement, aux quarantaines, etc. Les études d'avocats, par exemple, pour celles pour lesquelles ce n'était pas encore le cas, ont dû peut-être mettre leurs documents sur des clouds, etc., ce qui pose beaucoup de problèmes réglementaires. Vous, en tant que chambre de commerce, est-ce que finalement, ça fait partie de vos activités de les accompagner? Est-ce que vous avez été en contact avec eux sur ces thématiques-là? Je vous remercie de votre question. Et oui, effectivement, la Chambre de commerce, elle a une double vocation. Hein, je schématise. Sur le plan macro, elle porte la voix de l'économie dans le champ politique. On mène des campagnes. Vous savez que la démocratie suisse est très dynamique. Puis sur un plan plus micro, la Chambre, c'est un prestataire de services à l'endroit de ces 2500 entreprises membres. Et oui, on accompagne nos entreprises, en particulier en ces temps troublés, et y compris s'agissant de la digitalisation. Et pour ce faire, on a d'ailleurs mis sur pied un partenariat avec une entreprise que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise à vocation sociale, qui s'appelle Realise, et à laquelle eh bien, on délègue le soin, sous notre supervision, eh bien, de prévoir un accompagnement au digital. Parce que, je le disais tout à l'heure, pour certains, c'est assez inné. Moi-même, j'ai 2 bras gauches, je ne suis pas un geek, je ne suis pas né avec un téléphone, j'en ai reçu un qui avait le format d'un talkie-walkie quand j'avais probablement 18 ou 20 ans. Alors aujourd'hui, il y a une intuitivité, je le vois avec mes trois enfants, mais le numérique, ça n'est pas donné, ça s'apprend. Et pour certaines entreprises assez traditionnelles, je le vois notamment dans le commerce de détail, une étude assez intéressante qui disait l'année dernière, donc on parle du monde d'avant, que je crois plus de 2/3, il faudra vérifier, mais des enseignes, et je ne parle pas des grands groupes qui, eux, pratiquent la vente en ligne depuis un certain temps déjà, mais on ne disposait même pas d'un site Internet. Je parle de la vitrine qui est cette ouverture sur le monde extérieur. Donc, autant pour certains, ça s'est imposé comme, si vous voulez, un canal de vente parfaitement naturel. Pour beaucoup, il y a eu un effet de rattrapage à un rythme très soutenu pour accéder à cette digitalisation. Je mentionnais une plateforme de vente genevoise qui permet à chacun de venir s'approvisionner en produits de toutes sortes. Genève Avenue, pour ne pas la citer. Eh bien, je vois aussi le succès qu'elle remporte parce que maintenant, pour certains entrepreneurs ou commerçants, et je leur jette pas la pierre, mais qui n'y voyaient pas, si vous voulez, le levier nécessaire, eh bien, ils se sont résolus à s'y rallier. Et je crois qu'il est important de rappeler aussi, Mme Pedron le disait, que la technologie, c'est un support, c'est un moyen, pas un but en soi. C'est ce qui nous accompagne avec une part prépondérante dans notre quotidien pour finalement qu'on puisse nous faciliter la vie, gagner ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, c'est-à-dire du temps qu'on peut consacrer à des activités sportives ou de divertissement, comme le disait Didier Fischer. C'est ces arbitrages qu'on doit faire au quotidien. Et puis, par contre, pour que ça fonctionne, il faut qu'on évolue dans un environnement de confiance. Pour moi, c'est vraiment le maître mot. C'est tout le lieu de l'initiative de la Trust Valley. Un dernier exemple dont les médias se font l'écho ce soir, c'est les tentatives de cybercriminalité redoublées qui visent aujourd'hui ces entreprises que je mentionnais qui développent le vaccin. Donc, il y a une vraie vulnérabilité systémique aujourd'hui. Et donc, si l'on veut que la technologie trouve sa juste place, eh bien, il faut qu'elle s'accompagne de ces paravents de sécurité. Et en Suisse, et particulièrement à Genève, l'Arche lémanique, je suis moi-même d'origine vaudoise en réalité, eh bien, on a tout pour bien faire, à condition de le faire. On oublie souvent en termes d'innovation que Internet,
vos étudiants qui nous écoutent, qui l'utilisent tous les jours comme moi, Internet est né ici à Genève. C'est une innovation disruptive des chercheurs du CERN qui ont développé ce protocole pour interagir entre eux, gagner du temps, des gains d'efficience. C'est ce qui a été recherché. La technologie comme moyen au service d'un mieux-être collectif. Voilà ce qui pourrait être le mot de ma fin sous la vision de la disruption technologique. Merci beaucoup pour votre approche sur cette question. Monsieur Fischer, et là je me tourne vers vous. Là on a vu cette vision un peu plus macro, donc comment finalement les entreprises peuvent appréhender ce changement-là. Vous-même aussi en tant que dirigeant d'entreprise, concrètement, prenons l'exemple d'un étudiant aujourd'hui qui veut créer sa propre start-up, qui peut-être finit par gérer ce qui devient peut-être une PME. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir dans son équipe aussi les bonnes personnes au bon moment pour gérer ce changement-là? Je ne sais pas si... C'est une question fondamentale. Je ne pense pas que ce soit uniquement par rapport à mon âge ou à ma génération. Je pense que c'est quelque chose qui est devenu... qu'il faudrait avoir toujours présent à l'esprit aujourd'hui, c'est que seul, on n'est rien. Alors, je peux être l'initiateur, le détonateur, je peux avoir une fonction précise, mais seul, on va pas réussir à faire grand-chose. Je pense que l'augmentation de la compétence numérique dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui fait que tout va très vite. Tout va très vite et le cerveau humain, la résistance physique et la capacité de l'individu n'ont certainement pas progressé aussi rapidement que la compétence numérique nous le propose aujourd'hui. Donc, vouloir tout faire tout seul, c'est quelque chose qui est déjà voué à l'échec, à part certaines activités qu'on peut toujours faire seul. Je parle de la peinture, je parle de je ne sais pas quoi, ce qu'on peut imaginer. Mais si je veux monter une entreprise, ça veut dire avoir dans une entreprise forcément un input de quelque chose et un output. Ça veut dire que je vais déjà devoir parler à une cible client, à des gens qui peuvent être intéressés par ce que je vais leur offrir. Je vais aller chercher dans mon sourcing des gens qui sont capables de produire ça. Mais forcément, on voit déjà, c'est pas tout seul qu'on va le faire. Ou bien on est conseillé seul à un endroit et je suis assis sur une chaise et on attend qu'on vienne pour nous poser une question. Mais si on parle d'une entreprise, il sera fondamental de bien avoir à l'esprit que c'est la réunion de diverses compétences et la définition des responsabilités de chacun qui vont faire que cette entreprise a une chance, d'une part, d'éclore et d'autre part, d'avoir la chance de démarrer et de survivre. Voilà, ça, pour moi, c'est extrêmement clair aujourd'hui. C'est le premier conseil que je donnerais à quiconque souhaite rentrer dans une activité d'entrepreneur, de créateur de sa propre entreprise, c'est de savoir qu'il va devoir s'entourer de personnes uniquement. C'est vraiment une condition de survie aujourd'hui. La réunion d'une plateforme de compétences et la réunion d'une définition des responsabilités que chacun devra porter. Merci beaucoup. Et je me tourne du coup vers vous, Madame Pedron. Vous avez mentionné tout à l'heure votre initiative Tech for Trust, si je ne me trompe pas. C'est finalement cet outil d'accompagnement aux jeunes startups. Voilà, comment est-ce que vous les coachez, comment est-ce que vous les accompagnez aussi dans cette période particulière? Parce que certes, elles s'intéressent à la disruption de manière générale, mais elles le font en plus dans ce contexte particulier qu'est celui du coronavirus. Alors, particulièrement avec des échanges humains. C'est-à-dire des échanges humains qu'on puisse se voir, où on est en train de chercher des nouvelles méthodes pour pouvoir essayer de comprendre au mieux quand on est via écran interposé ce qui se passe. Vous avez abordé le thème du recrutement, des talents. C'est une thématique essentielle et d'autant plus dans le domaine dans lequel je travaille, donc la cybersécurité sur lequel le marché est sec, la confiance numérique sur lequel le marché est en train de se construire. Aujourd'hui, cette partie des talents est essentielle et dans le Tech for Trust, ce que nous avons fait, c'est que comme nous avons donc ces 27 startups à suivre cette année, nous avons mis en place différents outils. Donc des outils, ça va être un conseil consultatif, ça va être un pool de coach, un pool de mentors, et qu'on essaye de faire travailler de façon différente par rapport à l'an passé. Et donc on utilise finalement de façon
différente de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, le modèle de fonctionnement. On teste, on essaye de se retrouver en petits groupes, en plus grands groupes. On essaye de voir comment finalement les outils peuvent nous faciliter aussi la vie. C'est-à-dire l'idée, c'est de pouvoir échanger. Si on est sur un Word, on n'est pas l'un à côté de l'autre. En revanche, on est sur le même document. Il faut que ça nous prenne juste 15 minutes, pas plus du fait qu'on soit de bureau à bureau. Voilà, donc je pourrais peut-être vous dire dans un an ce qui marche, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, tout cet hiver, nous sommes en train de tester ces différents modèles. On a déjà vu 2-3 points intéressants qui sont en train d'émerger pour justement bien suivre et bien aider ces startups. Mm-hmm. Et là, j'aimerais me tourner vers vous, monsieur Subilia. Tout à l'heure, vous avez mentionné aussi, sauf erreur, l'importance de la communication. Pour gérer finalement une situation de crise, c'est parfois important aussi que tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers, soient finalement écoutés. Vous, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que vous sentez justement qu'il y a ce dialogue? Est-ce que vous aussi, à titre individuel, parce que vous êtes finalement en contact direct avec les entreprises, est-ce que vous sentez finalement que les gens se sentent écoutés? Le dialogue il est clé et davantage encore dans ces périodes de crise que nous traversons. Moi, je suis convaincu de ces vertus. Et c'est une porte ouverte que j'enfonce ici. Mais ça doit être un dialogue actif, au même titre que doit l'être l'écoute. On le voit aujourd'hui, et on en voit aussi les limites, et peut-être les limites du fédéralisme. Sans vouloir entrer dans des considérations trop politiques, on est un État qui s'est construit sur le respect des particularismes locaux, et j'en suis moi-même ravi. On a vu pendant la première vague du Covid la Confédération prendre la main et poser une certaine jurisprudence assez homogène et une cohérence de vue. C'est moins le cas aujourd'hui, puisqu'on est sorti de cette logique d'urgence, où les cantons ont repris la main dans la gestion de la pandémie. Et donc, ça rend, si vous voulez, l'unité de ton plus compliquée et la lisibilité des mesures qui sont prises aussi. Et si je m'autorise ici une petite parenthèse toute genevoise, je mentionnais la situation du commerce de détail, qui est à l'agonie pour beaucoup, qui est vraiment dans une logique de survie. Il est très difficile d'expliquer à nos commerçants qu'en traversant la Versoix pour aller chez un géant du meuble suédois du côté d'Alamand, on peut le faire alors qu'on n'est pas autorisé à le faire à Vernier. Je ne vais pas entrer dans des considérations, encore une fois, trop genevoises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, en réponse à votre question, la communication est clé et elle l'est naturellement de façon encore plus marquée lorsqu'il y a une vraie attente de la population. Cette crise, elle est anxiogène. J'entends les gens aujourd'hui, je parlais de fatigue tout à l'heure, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ils ont besoin d'avoir des messages qui soient intelligibles. Et pour ça, il faut une unité de ton. Lorsqu'on voit émerger une forme de contestation que je ne cautionne pas, des gens dans la rue non masqués, avec tous les risques sanitaires que ça présente, eh bien, c'est parce que vous avez une déconnexion qui s'opère et que l'acceptabilité des mesures qui sont prises eh bien, est remise en cause. Voilà, je referme cette parenthèse. Mais oui, communiquer, c'est essentiel par tous les canaux possibles. Et vous le faites très bien dans le cadre de cette belle semaine de l'entrepreneuriat. Oui, alors en tout cas, on essaye. Et là, j'aimerais vous poser peut-être aussi, surtout là, maintenant, peut-être une dernière question aussi pour chacun et chacune. Finalement, aujourd'hui, si vous étiez en mesure de vous adresser à vous-même, mais il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand vous étiez sur les bancs d'une université, mais par exemple confronté à la même crise qu'on connaît aujourd'hui, quel est le message que vous essayeriez de transmettre et quels seraient les enseignements finalement que vous voudriez donner aux étudiants en particulier? Et on va commencer par vous, M. Fischer. Je pense que l'état d'esprit dans lequel on était il y a 20 ans n'est pas forcément l'état d'esprit qu'il faut avoir aujourd'hui. Je pense que
Même si on est une génération qui n'a pas été aussi chamboulée que les générations précédentes par des grands conflits mondiaux et les guerres et ce genre de choses, on est une génération qui a dû faire preuve d'adaptation à énormément d'évolution. Je dirais simplement, il faut jamais perdre une forme d'objectif, et cet objectif est un objectif de vie, de qualité de vie, et la première condition pour pouvoir garder une ligne dans un objectif de qualité de vie, c'est l'envie et le plaisir. Sans ça, on aura toujours de la peine à rester sur le même chemin, ou disons sur un chemin qualitatif au niveau de la qualité de vie. L'envie et le plaisir, c'est fondamental. Après, il faut habiller tout ça, mais au départ, il faut ça. Super. Et Madame Pedron, quel serait votre message aux nouvelles générations? Moi, je dirais que ma génération, et encore plus celle de mes parents, a vu l'arrivée de beaucoup de choses au niveau matériel, n'avait pas forcément de sécurité matérielle. Donc, c'est-à-dire que on ne savait pas toujours ce qu'on allait avoir dans l'assiette le lendemain, on ne savait pas toujours comment on allait pouvoir s'offrir sa première voiture, comment on allait... les ordinateurs, évidemment, on n'en parlait même pas, etc. Quand on se mettait en ménage, on ne savait pas toujours comment on allait pouvoir s'offrir le premier set pour pouvoir s'installer. Aujourd'hui, on voit quand même que au niveau matériel, on est plus en sécurité. En revanche, au niveau plus psychologique, c'est plus compliqué. Mais je pense que cette jeune génération qui a vu aussi grandir les nouvelles technologies, qui voit ce qui est en train de se passer avec cette crise, a une grande force. Ils sont capables, ils sont résilients. Moi, je le vois, je suis impressionnée tous les jours de voir les jeunes développeurs, la façon de gérer leur vie personnelle, de dire effectivement, j'ai ma vie personnelle, j'ai ma vie professionnelle, et de pouvoir faire la part des choses, de se laisser le temps de respirer, tout simplement, et de faire les choses. Je crois énormément en cette génération. Je la trouve sensée, je la trouve calme. Je trouve qu'elle aborde cette situation comme il se doit. Oui, c'est anxiogène, mais je lui fais vraiment confiance à cette génération. Et je sais que en continuant à travailler de cette manière-là et à voir les choses de manière positive, c'est dans cet esprit-là qu'on va pouvoir voir cette génération qui va trouver des solutions à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Pedron. Et vous, Monsieur Subilia, quel est votre message finalement aux nouvelles générations? Alors c'est vrai que quand on était à la place de ceux qui nous écoutent sur des bancs d'université où on prenait religieusement des notes, en tout cas c'était mon cas, sans aucun support digital, mais j'ai l'impression de parler comme un vieux dinosaure, mais enfin c'était quand même il y a un petit temps, et qu'on apprenait par cœur quelques cours de droit, parce que je suis avocat de formation en l'occurrence, on était bien loin des préoccupations qui sont celles d'aujourd'hui en termes technologiques, et on rappelait une certaine forme de confort matériel qui a pu être celle de la génération qui nous a précédés, qui a connu les 30 glorieuses. Je pense qu'aujourd'hui, le monde, sans vouloir noircir le trait, il est en état de crise. Finalement, la pandémie en est peut-être la pointe de l'iceberg, parce que la crise, elle est multiple, elle est politique, elle est climatique. Donc, c'est finalement assez disruptif, pour revenir à ce qui est le maître mot de la conférence de clôture de ce soir. C'est disruptif pour ces nouvelles générations, et c'est difficile d'avoir les bonnes clés de lecture. Et c'est à ce titre que l'université, toute forme de formation joue un rôle déterminant, parce que il faut comprendre le monde dans lequel on évolue, qui est devenu beaucoup plus complexe en réalité. Et moi, ce que j'admire chez ces étudiants, c'est vraiment, à l'instar de nos entrepreneurs, aussi une capacité de résilience et d'agilité. Je reviens à ces deux piliers. Et ce qu'ils ne doivent jamais oublier, au-delà du fait de respirer, c'est important de prendre une respiration, parce qu'on est toujours dans le diktat de l'immédiateté aujourd'hui. Pendant que nous vous parlons, on aura tous reçu 50 emails, une vingtaine d'appels en absence. Tout est plus urgent. On est dans l'urgence permanente. Donc, il faut apprendre à hiérarchiser les priorités. Ça, c'est essentiel. Et puis, Didier Fischer le rappelait, il a parfaitement raison. L'envie, c'est clé. Moi, le seul
Et je terminerai encore une fois par un lieu commun. S'il y a, disons, une formule de style qu'on retiendra, que j'essaye très modestement de m'appliquer, c'est de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Donc il faut aller au bout de ses convictions. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on peut avoir pleine confiance, encore une fois, dans la génération qui fera son entrée dans le monde du travail et qu'on se réjouit d'accueillir dans un monde qu'on espère tous et toutes meilleurs. Monsieur Subilia, Madame Pedron, Monsieur Fischer, merci beaucoup d'avoir participé à ce panel. Je pense que ça a été très enrichissant. Ça l'a été en tout cas pour moi. Je pense que ça l'a été pour mes collègues, pour les autres étudiants. Donc merci beaucoup à vous. Et maintenant, je m'adresse à vous, chère audience. Aujourd'hui, nous avons donc clôturé cette journée axée sur ce terme qui est finalement la disruption. Mais comme on l'a tous remarqué, la question du monde du travail aussi en tant que tel est une thématique extrêmement importante. Et ce sera la thématique de notre seconde journée. Et encore, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à la CCIG, merci à Icon aussi d'avoir co-hosté cette session.